Super. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ceux qui ont eu le courage de venir et de braver les fermetures de métro liées à la Coupe du monde de rugby. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci aussi à ceux qui sont en ligne. On va commencer ce soir. Je vais me présenter peut-être. Donc moi, je suis Mathilde Courtois. Je travaille pour HEC Life Project, qui est le pôle des services carrière d'HEC Alumni. Notre mission au sein d'HEC Life Project, c'est vraiment de pouvoir accompagner les diplômés tout au long de leur parcours professionnel, à chaque étape où on peut avoir besoin d'accompagnement, de services pour évoluer et se réaliser professionnellement. Ce qui nous a guidés dans l'envie d'organiser cet événement ce soir avec Talent et Impact, c'était les nombreux retours. Moi, j'ai la chance de pouvoir échanger avec des alumni lors d'entretiens individuels. Et cette question de la place de l'impact dans son projet professionnel, les envies de reconversion, de bifurquer, parfois aussi de faire des changements qui peuvent être beaucoup moins radicaux, mais avoir beaucoup de poids dans un parcours. C'est quelque chose qui est presque omniprésent dans ce que nous partagent les alumni. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de croyances aussi, peut-être de méconnaissance de ce secteur de l'impact, en tout cas de la manière d'emmener son projet professionnel vers ça. Donc voilà l'envie d'organiser cette conférence et puis qui est aussi venue d'une belle rencontre avec Talent et Impact que je laisserai se présenter, mais en tout cas qui a une approche du recrutement et notamment de l'accompagnement des talents pour aller vers ce secteur qu'on trouve extrêmement inspirant et innovant. Donc, merci infiniment à Ophélie, à Emmanuel, à Laura et à nos intervenants. Ophélie, je te passe la parole. Merci beaucoup Mathilde, merci d'être là en ligne, en présentiel. Donc comme Mathilde disait, on a des petits aléas techniques liés à la Coupe du monde de rugby. On n'avait pas trop pensé à la synchronicité du match et au fait qu'il y avait une fan zone juste à côté. Donc l'un des intervenants, Claudio, était bloqué, donc il finit à pied, il va arriver d'ici une dizaine de minutes. Nicolas a été contraint de rester sur l'île, donc il est à distance, mais il est bien là. Et du coup, pour laisser le temps à la fois à Claudio et peut-être à certains participants physiques d'arriver malgré la difficulté voilà, des blocages, on va inverser un peu l'agenda en commençant peut-être par faire connaissance avec vous, alors en ligne et en présentiel, pour ceux qui ont envie de prendre la parole en une phrase qui les a motivés à être là, peut-être un petit peu voilà, si c'est de la curiosité, parce que vous êtes déjà en quête et que bah, vous avez des doutes, ou parce que voilà, vous trouviez ça sympa et que vous n'êtes pas fan de rugby, on prend aussi. Donc voilà, donc vraiment juste en quelques mots, ce qui vous a donné le courage de prendre ce temps. Qui commence? Bonsoir, j'ai peut-être commencé. Jean-Michel, vous m'entendez? Oui, bonsoir Jean-Michel. Ok, d'abord, merci à Mathilde d'organiser cet événement. J'ai eu la chance de discuter avec elle il y a déjà plus d'un an. Et effectivement, je suis vraiment dans le cœur de la recherche de sens et d'impact dans ma vie professionnelle. J'ai fait beaucoup de choses. Et effectivement, aujourd'hui, je me pose des questions sur comment vont se passer les prochaines années et qu'est-ce que je veux vraiment réaliser et impacter. Donc, d'ailleurs, je m'excuse, je devais être avec vous ce soir. J'avais prévu d'être là en présentiel, mais je n'ai pas pu pour des raisons professionnelles. Je suis retenu. Donc, j'ai pas pu me dégager à temps pour venir. Donc voilà, je travaille pour IBM et ça fait maintenant quelques années. Je ne sais pas si je suis clair. C'est clair, merci beaucoup Jean-Michel. Et du coup, il y avait quelqu'un ici. Oui, moi je serais très bref. En fait, quand j'étais jeune, c'était encore pas mal les années fric et les gens pensent de plus en plus au sens et à l'impact sociétal de leur activité sur la société. Et donc, je suis là pour comprendre un peu comment on en parle et comment on vit. Merci. Votre prénom peut-être? Gérard Marie. Gérard Marie, enchanté. Dans ma poche arrière, Parlez c'est bien ça? dans le Ou micro avant? pour ceux qui sont dans la salle, pour qu'en ligne ils puissent bien vous Ok. entendre. Ouais, je peux continuer si vous voulez. Frédéric, je suis à Berlin. Voilà, je me suis mis en ligne. Je crois que c'est la première
Réunion HEC à laquelle je participe depuis très longtemps. Il y a 10 ans, j'ai décidé d'être psychologue. J'ai quitté l'entrepreneuriat et j'ai fait mes études à Berlin. Et maintenant, je suis dans la formation pour devenir thérapeute en Allemagne. Donc, je traite des patients cliniques avec des maladies voilà, assez difficiles. Donc, j'ai complètement changé. Et pourtant, l'entrepreneuriat est toujours un peu là derrière parce que ce qui reste, c'est ce qui me manque parfois, c'est l'effet de levier. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de patients, je les accompagne. Et puis parfois, on se pose la question, voilà, j'ai aidé 10 personnes là, parce que je suis encore dans la fin de la phase de formation, elle dure 6 ans en Allemagne. Après les études de psychologie, il faut refaire un master et bachelor et master. Et donc, ce qui m'a intéressé dans le panel, c'est différentes formes de société à impact et comment je pourrais, je cherche depuis longtemps, à trouver un effet de levier sur l'activité que j'ai. Merci. Super, merci beaucoup. Bah, grâce à vos motivations à être là et surtout à où vous en êtes aujourd'hui, on sent qu'on peut partir de plein d'endroits. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite... Alors, Claudio nous a rejoint, donc bienvenue. Merci. Et est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager un petit peu sa motivation à être là? Alors, je prends ça pour un non, un grand, c'est la force du silence. Et bien sûr, il y aura d'autres moments pour interagir. Du coup, bah, voilà, l'intitulé aujourd'hui, c'est trouver sa juste place d'impact. Et finalement, bah, peut-être commençons par dire qu'est-ce qu'est l'impact pour nous. L'impact pour nous, parce que c'est un terme un peu tendance, c'est vraiment tout ce qui contribue aux grandes transitions sociétales, qu'elles soient sociales ou environnementales, qui contribuent à rendre le monde meilleur. Et ça peut passer effectivement par plein de missions. Comme vous disiez, on peut être thérapeute et aider une personne et on peut décarboner une activité et on peut juste bien manager des gens dans n'importe quelle organisation et c'est des gens qui vont mieux et ça a un impact sur la société. Du coup, c'était important pour nous d'illustrer ça aujourd'hui par différents témoignages. Moi, j'en fais partie indirectement, donc j'anime aujourd'hui cette table ronde tout en incarnant moi-même plusieurs transitions pro. Je suis associée du cabinet Talent et Impact avec Emmanuelle, la fondatrice, et Laura qui est dans la salle. Et on a une quatrième personne parce qu'on vient d'ouvrir Marseille. Et finalement, notre mission, c'est de contribuer au développement vertueux des organisations à impact en insufflant un nouveau regard, comme le disait Mathilde, et de faciliter les rencontres entre les acteurs engagés au service des grands enjeux du XXIe siècle. Donc, c'est une belle mission, une grande raison d'être qu'on s'est donnée. Et moi, au sein de tout ça, j'accompagne les individus qui cherchent un job à impact dans leur réflexion à différents moments de réflexion et les organisations qui recrutent à voir les talents sous des angles un petit peu différents et pas que le CV, l'expérience et les cases à cocher pour entrer dans une case. Pour ma part, à la base, j'ai une formation en génie biologique. J'ai travaillé 17 ans dans l'industrie agroalimentaire en innovation sur les bactéries lactiques pour transformer le lait en yaourt. Et au bout de 17 ans, dans des très grands groupes, j'ai senti que ça ne me convenait plus sur un point de vue humain. Et donc, j'ai fait une transition avec une certification de coach. Donc, j'aime à dire, je suis restée dans la science du vivant, mais j'ai changé d'échelle. Je ne m'occupe plus des petites bactéries lactiques, mais je m'occupe des gens. Et j'ai intégré un cabinet de conseil qui fait de la formation sur les pratiques managériales et commerciales avant de vouloir réconcilier ma voie d'impact à moi, parce que j'étais déjà très engagée sur la transition écologique à titre perso, et ma vie pro, parce que je me suis dit, il y a plein de trucs à faire et je sais faire plein de trucs, on va juste trouver quoi. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel sur mon chemin, par les hasards du réseau, et qu'on a décidé, via notre bel alignement de valeurs et notre ambition d'aider les gens à s'épanouir au travail et pas juste à travailler, parce que travailler, rappelons-le, l'étymologie du mot travail, c'est la souffrance. Et donc, on a commencé notre collaboration comme la torture même, j'ai la souffrance. Je minimise, je minimise, pardon. Et donc voilà, donc ça fait 2 ans que j'ai la chance de travailler à ses côtés sur cette belle mission. C'est un parcours de vie et en fait, il n'y a pas une voie d'impact. Et c'est pour ça que voilà, on se dit qu'il y a plus d'idées à plusieurs que tout seul. Et l'intention ce soir, c'est d'illustrer tout ça. Donc peut-être
comme tout le monde n'a pas témoigné en introduction de leur motivation à être là, vous pouvez peut-être juste vous manifester, alors par un mot dans le chat pour ceux qui sont à distance et par une main levée ou une fesse levée si vous avez envie de bouger pour ceux qui sont dans la salle. Aujourd'hui, si vous deviez décrire votre moment de réflexion, est-ce que vous êtes en début d'exploration et que vous êtes juste en train de, voilà, de prendre la température de ce monde de l'impact? Alors, on a 3 personnes dans la salle, parce que du coup, à la distance, allez, 4. Et alors, à distance, Mathilde, tu prends la température? Alors, pendant que Mathilde comptabilise les voix à distance, peut-être qui est là en ayant déjà exploré, en étant un peu perdu, étant dans un sentiment de tourbillon, de foisonnement d'opportunités et de ne pas savoir trop bien comment réconcilier tout ça. Alors, il y a quelques 3 très francs, une un petit peu. Et puis, qui est là peut-être dans un moment de vrai doute, qui a déjà essayé pas mal de choses, qui s'est pris quelques murs, qui se dit bah, finalement, peut-être que je vais baisser les armes et rester dans quelque chose de plus connu, parce que c'est compliqué finalement de passer certains caps. Alors, personne dans la salle, eux, ils ne sont pas venus, trop découragés. Et du coup, Mathilde, ça réagit ou... Ouais, ça réagit en ligne, donc pas mal en réflexion. J'ai quitté le monde de l'entreprise il y a 2 ans. Je suis en réflexion pour savoir si j'y retourne ou reste dans le secteur du volontariat. Réflexion et recherche. Transition pro depuis 6 mois après 12 ans en association. Je commence le 1er septembre une année sabbatique par choix. Début de réflexion. Super. Voilà. Donc, pas mal en réflexion. Ouais, merci beaucoup. Et ceux qui, voilà, qui hésitent à retourner dans le monde de l'entreprise, eh ben, on peut avoir de l'impact aussi dans le monde de l'entreprise. C'est ça qui est chouette. Alors, bah, maintenant, on va parler du plus important, c'est de nos invités. Donc, je vais laisser chacun se présenter. Je vais demander peut-être à Nicolas de commencer parce qu'il est loin et c'est pas facile d'être le seul qui n'est pas sur un super canapé hyper confortable. Donc, Nicolas, peut-être en quelques phrases, ton parcours, d'où tu viens, où es-tu aujourd'hui et tes étapes clés. Oui, merci. Bonsoir à tous. Merci de l'invitation. Bon, si je résume de manière très synthétique mon parcours professionnel d'un peu plus de 30 ans, j'ai commencé avec 10 ans au Chili, où j'ai développé un projet de microcrédit Banco Contigo qui avait été initié par 2 amis de la promotion 86 HEC, Hubert de Boisredon et Laurent Marbacher. Si je dis ça comme point de départ, c'est qu'il y avait vraiment une réconciliation de l'impact social et d'une logique de gestion et de management qui était très présente de manière assez naturelle finalement dans cette première expérience. Bah, je suis resté donc une dizaine d'années au Chili. Je suis rentré dans ma région natale, le Nord, en 2001 et je suis rentré chez Leroy Merlin où j'ai occupé différentes missions dans l'entreprise, à la fois à la direction marketing, au démarrage d'Internet, en magasin, qui est notre cœur de métier de retailer, de commerçant, et puis en centrale d'achat. Et puis, il y a eu un questionnement, je dirais, personnel qui m'a amené à dire comment pouvoir avoir un meilleur alignement peut-être entre ce que j'avais envie de faire et l'impact voilà, pour aussi répondre à certains enjeux du monde. Voilà. Et donc, j'ai créé mon job en tant qu'intrapreneur social. Ça, je l'ai appris chemin faisant, bien évidemment, euh, pour trouver des solutions aux problématiques de mal logement. Donc, globalement, répondre aux habitants qui ne sont pas clients de nos magasins. Voilà, je pourrais rentrer un peu dans le détail si vous voulez par la suite, mais voilà, il y a eu tout ce cheminement de vouloir faire bouger les lignes de l'intérieur et de pouvoir mettre la puissance de l'entreprise au service de finalités sociétales. Voilà. Merci Et, beaucoup. et par ailleurs engagé dans le monde associatif depuis longtemps. Et voilà, ça continue, ça n'est pas incompatible avec, avec un job. Voilà. Merci pour cet ajout. On peut avoir plusieurs voix en parallèle. Top. Merci. Et peut-être juste, Nicolas, ton déclencheur qui a fait que c'est devenu
important pour toi que ce soit présent dans ta vie pro, ton engagement? Chez Leroy Merlin, j'entends, parce que tu étais déjà engagé avant. Oui, je pense que c'est l'envie d'alignement aussi entre justement une vie perso, des engagements à titre privé et le fait de pouvoir le vivre au cœur d'un métier. Très honnêtement, à un moment donné, en faisant un bilan et en étant accompagné, quand les notions d'impact sociétal et d'innovation ressortaient très fortement, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que j'aille chercher ailleurs. Enfin, il n'y avait pas d'intitulé de mission sur ces registres-là chez Leroy Merlin à l'époque. Et c'est finalement un parcours d'innovation qu'a proposé le DG à un bon nombre de cadres de l'entreprise qui m'a donné l'opportunité de dire, mais finalement, c'est bien au cœur de l'entreprise qu'il y a aussi des enjeux à faire bouger en mode social business, au plus près de nos territoires et de nos équipes, et la conviction que à la fois ça pouvait avoir de l'impact et que ça pouvait aussi être un levier d'accélération euh, des nouveaux modèles de création de valeur vers lesquels il nous faut, en tant qu'entreprise, évoluer. Voilà. Ça a été le déclencheur initial. Après, ça a été les montagnes russes. Il y a eu beaucoup de ramées à contre-courant au démarrage. Euh, mais il y a eu quand même aussi un petit peu l'instinct de l'entrepreneur qui s'est activé à l'intérieur de l'entreprise. Merci Nicolas. Donc cet alignement nécessaire rend non négociable de, voilà, de se battre pour le faire, le créer. Tu as créé ton job. Exactement. Merci beaucoup. Claudio, si tu veux bien te présenter à nous. Avec plaisir. Déjà, désolé pour le retard quand même, mais c'est rugby oblige. Moi, ça va être plus rapide que Nicolas parce que c'était un petit peu plus court quand même pour le moment pour moi. Je dirais, moi, j'ai toujours été une forme d'entrepreneur. Donc, j'ai d'abord lancé, après le diplôme, j'ai essayé de lancer une première boîte dans le financement de la rénovation énergétique qui n'a pas du tout marché, donc j'ai arrêté quasi immédiatement. Je suis allé dans une startup dans le digital. Ça a duré un petit peu plus longtemps et ça a eu un petit peu plus de succès. Et ensuite, il y a 5 ans, j'ai créé Culture et compagnie, qui était là vraiment l'objet de ma reconversion, en fait. Essayer d'accompagner la transition agroécologique en France pour relever plein de défis, le défi de la résilience alimentaire, le défi de l'impact environnemental de l'agriculture dans notre pays. Bon, la nouveauté, là, c'est que on fusionne avec Ferme d'Avenir, qui est une grosse association. Ferme d'Avenir, c'est une grosse association qui promeut l'agroécologie en France. Et dont je reprends la direction générale là, depuis 2 mois. Donc voilà, c'est encore un nouveau chapitre, puisque là, finalement, je suis plus seulement patron, je suis finalement salarié associé. Enfin, donc ma posture va changer un petit peu. Voilà. Après, les étapes clés, je pense que hum, même si j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, je me suis cherché. En arrivant sur le campus HEC, j'avais envie d'être un banquier d'affaires. J'ai fait un stage en banque d'affaires. Puis après, je me suis dit non, je ne vais pas être banquier d'affaires, comme d'autres ont pu l'expérimenter, ou peut-être dans le conseil en stratégie, enfin bon, les métiers un peu classiques d'HEC. J'ai su que je voulais entreprendre et en fait, l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de difficile. Euh, Ça demande une énergie, je trouve, qui est assez démentielle. Et du coup, quand j'étais dans le digital, au bout d'un moment, je trouvais ça quand même fatigant. Enfin, il faut trouver l'énergie de se lever tous les matins quand même. Et au bout d'un moment, le digital, j'avais l'impression que j'avais plus envie de me lever le matin pour y aller, quoi. Pourtant, c'est un secteur que j'aime beaucoup et je critique pas le digital en tant que tel. Euh, mais je trouvais que ça manquait de valeur et que ça manquait de sens. Souvent, j'avais la sensation d'être entouré de gens qui ne pensaient vraiment qu'à l'argent, au fond. Et moi, ça ne me suffisait pas. Je ne vais pas critiquer ça, mais moi, en tout cas, ça ne me suffisait pas. Et bon, il s'est passé effectivement des choses, je pense qu'on y reviendra, mais qui ont fait que j'ai eu envie de m'investir dans un autre secteur, et c'est l'agriculture qui a du coup fait l'objet de ma reconversion.
Top, merci. Donc là, un vrai parcours de reconversion. Tu as repris des études. Hein, tu as étudié combien de temps au Alors, ce milieu? n'était pas des études très longues, mais je me suis fait un petit peu mon propre graduate programme dans l'agriculture avec un an de reconversion composé de stages, formations courtes et ce qu'on appelle le woofing dans les fermes, donc du travail à mi-temps contre hébergement et nourriture. Ouais, voilà, ça a duré un an à peu près la reconversion. Merci, Claudio. Et du coup, Emma? Euh, donc moi, pendant mes études, j'avais vraiment envie de travailler dans le développement. Je suis partie sur le terrain en Afrique, en Amérique du Sud, pour travailler dans des ONG. Et puis, je suis rentrée très en colère contre plein de choses, plein de dysfonctionnements que j'ai pu observer. Et puis aussi en ayant la sensation que j'étais dans une posture qui n'était pas forcément celle qui me convenait dans l'approche de certaines ONG, avec une vision un peu colonialiste. Enfin, voilà, ce n'était pas juste pour moi. Donc, j'étais bien ennuyée parce que je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire. Et en tout cas, je me suis vraiment dit, si je continue dans cette voie, je vais être en colère et frustrée toute ma vie. Donc j'ai mis ça de côté. Et un peu par hasard, après avoir eu plein d'expériences dans des grands groupes où à chaque fois, je me sentais pas du tout à ma place. En 2009, crise des subprimes, je suis appelée par Michael Page, c'est à peu près la seule boîte qui m'a appelée. Donc, je suis allée passer un entretien en me disant, j'ai rien à perdre. Et puis, en fait, tout ce qu'on m'a présenté, je me suis dit, ah ben, ouais, peut-être que ça pourrait me convenir. Donc, j'avais fait des études de droit et là, j'ai découvert le commercial. Pour moi, c'était vraiment de la science-fiction. Et puis, j'ai adoré. Et je me souvenais aussi d'avoir été refusée pour un stage parce qu'on m'avait dit que j'avais aucun esprit d'initiative, aucun leadership. Donc ça, je l'avais plutôt intégré et je m'étais dit, enfin, c'était suite à un test de personnalité quand même, je tiens. Et donc, j'ai passé 7 ans chez Michael Page, ce qui est plutôt long. Cette année, à me dire que je ne me reconnaissais pas forcément dans les valeurs. Mais j'ai tellement appris, grandi, évolué. Je n'ai pas vu le temps passer. Et puis, après un passage en start-up qui m'a permis de me confirmer que ce que j'aime, c'est vraiment l'accompagnement humain, j'ai continué. Donc, en gros, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en cabinet de chasse, en recrutant pour le secteur banque-assurance, entendu dans son sens large. Donc, ça allait des mutuelles aux fonds d'investissement. Et puis, j'avais une équipe que j'ai recrutée, que j'ai développée, et puis que j'ai fait partir progressivement parce que je ne les trouvais pas très heureux. Et donc, à chaque fois, je leur disais, tu n'as pas l'air très heureux. Donc, peut-être qu'il faudrait que tu fasses autre chose. Et donc, le cabinet de chasse dans lequel j'étais, j'avais vraiment constitué toute mon équipe. Et puis, quand ils sont tous partis, je me suis retrouvée toute seule. Et puis, ça faisait un moment que je me demandais comment j'allais pouvoir, allier ma passion du recrutement et mon besoin de me sentir utile, parce que finalement, ce besoin de se sentir utile, il est revenu. Et là, ça a été un premier déclencheur, une discussion avec mon big boss qui voulait que je recrute une équipe et qui me disait, qui m'a demandé, mais tu ne te vois pas à la tête de la plus grande équipe de Paris. Enfin, il m'a parlé de plein de choses et vraiment, ça ne me faisait pas du tout rêver. Donc, j'ai eu la chance qu'il me demande ce que je voulais faire et je lui ai demandé de me laisser le week-end pour réfléchir et je suis revenue le lundi en lui disant, bah, écoute, j'aimerais créer une offre dédiée aux carrières à impact. Donc, ça, c'était il y a 4 ans. Donc, je lui ai proposé de créer le département engagement sociétal et intérêt général en lui disant, bah, va falloir que tu me laisses construire une tarification adaptée, va falloir que je fasse du pro bono. Je ne comprenais pas tout ce que je lui disais, mais j'ai eu la chance qu'il me dise OK. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat pendant 1 an. Et là, j'étais bien loin d'imaginer l'ampleur que ça allait prendre parce que ça a décollé tout de suite. Je me suis demandé comment j'avais pu prendre autant de plaisir à rencontrer toutes ces personnes pendant 10 ans sans vraiment m'intéresser au secteur bancaire et assurantiel qui ne me parlait pas tant que ça. Et donc là, j'ai vraiment commencé à pouvoir réconcilier tout ce qui m'intéressait. Ça dure 1 an. Et puis la crise Covid qui a été un deuxième déclencheur. Donc là, j'avais atteint un stade assez chouette parce que j'avais réussi à convaincre ma direction que mon projet, ça ne devait pas rester mon projet et que ça pouvait devenir un projet d'entreprise, permettre au cabinet de faire évoluer son positionnement et de s'inscrire comme un cabinet engagé, de traduire ça en interne, en externe. Et ma direction était OK avec ça. Mais le Covid est arrivé, l'arrêt du coup de tous les projets. Et puis, pour moi, un moment hyper important
d'aller au plus proche de mes valeurs et de mes convictions. Donc, je n'avais pas du tout prévu d'être entrepreneur. Donc, un peu comme en 2009, je me suis dit que les crises devaient probablement me faire du bien parce qu'elles me permettent de prendre un virage qui est assez inattendu pour moi à ce moment-là. Et puis, du coup, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je crée ma boîte pour proposer un modèle de cabinet qui soit vraiment nouveau. Et puis, ça s'est fait assez vite. Création de talent et impact été 2020, où je me suis vraiment interrogée sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour proposer un modèle de cabinet qui soit différent. D'où le fait qu'on soit entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pour moi, c'était important qu'on puisse vivre une forme de réalité proche des clients qu'on accompagne. On est aussi société à mission. Et puis, comme le disait Ophélie, en tout cas, dans nos accompagnements, ce qu'on essaye vraiment d'apporter, c'est d'aider les personnes et les organisations à faire évoluer leurs pratiques, à sortir de leurs croyances et de leurs conditionnements. Voilà, et peut-être un dernier point, je pense, qui nous caractérise aussi chez Talent et Impact, c'est qu'on reflète aussi une forme d'organisation un peu nouvelle, puisqu'on est un collectif d'entrepreneurs, donc personne chez nous n'est salarié. Moi, en ayant été salarié pendant 12 ans, en n'ayant pas forcément envie d'être entrepreneur, je ne pouvais pas imaginer que l'entrepreneuriat, c'est ce qui allait me permettre de me sentir 100% moi-même et de vivre des relations aussi authentiques avec mes associés. Merci, Emma. Du coup, voilà, on voit, on sent bien l'unicité de chaque parcours et le vôtre est sûrement unique aussi. On voit les différentes voies qui peuvent s'enchaîner, la stratégie des petits pas ou des grands bonds. Peut-être pour compléter ce que vous nous avez partagé sur vos parcours, vous pouvez nous dire voilà, qu'est-ce qui a déclenché certaines réflexions et qu'est-ce qui vous a fait basculer dans l'action. Alors, il y a les crises, mais j'imagine qu'il y avait une réflexion en amont, il y a un appel, mais voilà. Si vous arrivez à décrire un petit peu, peut-être pour donner du courage à ceux qui sont en phase de réflexion et qui ont du mal à se lancer à l'action, ou peut-être pour aussi rassurer ceux qui vont peut-être agir trop vite et qui se disent mince, j'aurais dû réfléchir avant. Cet équilibre est toujours un peu compliqué. Donc, quelle est votre analyse dans le rétroviseur de ces passages-là? Peut-être Claudio, si tu veux démarrer. De ce qui a démarré les réflexions? Ouais, ou comment tu as basculé de la réflexion à l'action et des fois ralenti pour réfléchir Dans mon job en tant que salarié, j'étais directeur commercial du coup dans le digital et comme je disais tout à l'heure, je trouvais que ça manquait de sens, l'environnement, les gens qui travaillaient, j'avais l'impression qu'ils mettaient peu de sens et peu de valeur dans ce qu'ils faisaient. Et du coup, je ressentais une forme de solitude en fait, de ne pas pouvoir partager cette volonté de faire les choses pour quelque chose. Du coup, en fait, en plus, le métier de directeur commercial, bon, ça consiste à signer des contrats avec des clients, atteindre des objectifs, et puis tu la fermes, quoi. Hein, c'est un peu ça. Donc, au bout d'un moment, en fait, ça atteint, ça fatigue. Je parlais tout à l'heure de se lever le matin. Bah ouais, au bout d'un moment, ça devient de plus en plus difficile de se lever le matin. Et j'ai trouvé aussi qu'il s'était passé quelque chose d'assez que j'ai vraiment pas aimé du tout, c'est que j'avais l'impression que je commençais à devenir cynique et à me dire oui, bon, de toute façon, la société c'est comme ça, le travail c'est comme ça, etc. Ça, j'ai pas du tout aimé. Et il s'est passé deux choses, je crois, qui m'ont qui m'ont permis de basculer. Il y a une chose physique et une chose mentale. La chose physique, c'est que j'ai commencé à on pourrait se dire que la chose physique, c'était aussi psychologique, mais j'ai commencé à développer des problèmes alimentaires, des problèmes digestifs, et donc des douleurs, qui m'ont imposé de revoir mon alimentation et mon régime, en fait, mon régime alimentaire. Et du coup, qui m'ont amené à m'intéresser à ce que je mangeais, et du coup, qui m'ont amené à m'intéresser à comment c'était produit ce que je mangeais, donc l'agriculture. Et la deuxième chose, c'est... je me souviens quand même que dans ce moment un peu de questionnement où je me disais, où je me sentais devenir cynique et je voyais la société de façon grise, il y a eu quand même le documentaire Demain de Cyril Dion qui est arrivé pile au bon moment pour moi. Et qui est une petite étincelle qui m'a fait me dire, bah non, regarde, en fait, il est possible de faire des choses, il y a des gens qui essayent. Bon, est-ce qu'ils réussissent, est-ce qu'ils réussissent pas, c'est un autre sujet, mais en tout cas, il y a des gens qui essayent. Et ouais, je crois que ça s'est passé comme ça pour moi. Top, merci. Et super intéressant, le réflexe qu'on a, c'est qu'on décrit d'abord ce qu'on fuit. Et peut-être que certains d'entre vous en sont là,
D'abord, on réagit en rejet de quelque chose, on ne sait pas forcément où on va. Et j'entendais dans les commentaires, dans le chat que Mathilde a partagé, des personnes qui disent bah, j'ai arrêté il y a 6 mois. Et des fois, on est obligé d'avoir des points de rupture qui nous donnent ce temps de réflexion. On pourrait dire que ton corps t'a forcé à la réflexion, mais finalement, voilà, on peut aussi se l'offrir, ce temps de réflexion, et c'est pas immédiat qu'on sache vers quoi on tend. Et puis, c'est les hasards de la vie, un film qu'on voit, une rencontre, une personne qui nous redonne le soleil. Donc, si vous êtes en train de fuir quelque chose, dites-vous que c'est une bonne nouvelle parce que vous allez bientôt trouver vers quoi vous allez. Et finalement, nous, on encourage beaucoup les gens à rêver de trucs potentiellement inatteignables. Mais voilà, d'avoir cette boussole, cet appel vers quelque chose plutôt que juste du rejet de ce qu'on veut plus. Et toi, Emma? Je réfléchissais en même temps. J'ai eu, je me souviens d'avoir atteint un stade en entreprise où j'avais cessé quasiment de parler en comité de direction parce que j'avais la sensation de pas vraiment être dans les codes et que souvent quand je parlais, on ne me comprenait pas toujours. Donc, et en même temps, c'était pas évident parce qu'il y a plusieurs femmes qui m'ont dit mais si, on a besoin de toi parce qu'il n'y avait pas de femmes dans le comité de direction et moi de me dire non mais vraiment je me sens pas à ma place et donc j'étais régulièrement quand même questionnée sur ma place, ce qui est probablement un grand sujet qu'on partage en grand nombre. Il y a eu ça, il y a eu aussi c'est marrant que tu aies cité Cyril Dion parce que moi aussi, il a eu une place importante. J'ai accompagné ma petite sœur qui, à l'époque, était en quête de sens aux 5 ans de Ticket for Change, qui est une super asso, si vous ne connaissez pas, qui aide aussi les personnes à trouver leur voie. J'ai accompagné ma petite sœur aux 5 ans de Ticket for Change au Bataclan et Cyril Dion a parlé et j'ai écouté Cyril Dion et il me disait mais en fait qu'est-ce que vous attendez et je me suis dit ça faisait un moment que je me demandais comment j'allais pouvoir allier ma passion du recrutement et mon besoin de me sentir utile et je suis sortie vraiment en larmes en me disant mais c'est vrai mais qu'est-ce que t'attends en fait. J'avais l'impression que j'avais le temps parce que j'étais hyper heureuse professionnellement, enfin j'adorais ce que je faisais et en même temps j'ai senti que ouais, j'avais besoin d'aller un cran plus loin. Merci beaucoup. Donc, et les chakras ouverts, hein, les messages viennent des fois indirectement. Et toi, Nicolas, peut-être, donc c'était avec toi, tu nous l'as décrit, mais peut-être un déclencheur externe, interne. Alors, comme ce que viennent de dire Claudio et Emmanuel, je pense que les rencontres de personnes qui sont alignées euh, et qui trouvent finalement leur cohérence, leur voix, leur légende personnelle, je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qui m'a toujours interpellé et stimulé. Après, crise ou pas crise, je pense qu'en tout cas, il y a le besoin de pouvoir s'écouter quelque part, un peu faire silence ou à un moment donné ne pas être pris dans le tourbillon de l'action au quotidien pour pouvoir écouter un peu ces signaux faibles qu'on peut ressentir parfois. Et je dirais que, en tout cas, dans mon parcours, ce qui a été important, c'est de oser demeurer dans l'inconfort des réponses qui n'apparaissent pas immédiatement. Parce que ces questions de fond, finalement, nous demandent de manière un peu personnelle de trouver la bonne alchimie entre qui on est, ce qu'on a envie de faire, et puis les combats qu'on a envie de mener, avec qui, comment, etc. Et les réponses ne sont pas immédiates, et on est parfois plus confort en conservant quelque part voilà, une activité as usual, qui a au moins le mérite de ne pas venir nous titiller dans des choses où on ne sait pas trop par quel bout les prendre parfois. Voilà. Donc pour moi, ça a été un élément important finalement. Et puis, chemin faisant, et voilà, et parfois par des biais, je dirais, surprenants ou inattendus, de trouver ces moments où on se dit, mais voilà, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Et, et ensuite, ben, voilà, s'y donner. euh, je dirais, avec confiance, sans trop savoir non plus sur quoi ça va déboucher, hein, et au pire, ça marche. Voilà. Et peut-être pour compléter, Nicolas, parce que là on dit voilà, c'est notre appel,
Effectivement, très intéressant que tu dises il faut accepter qu'on ne sait pas où on va. Et ça, on est quand même dans une société où on aime bien contrôler un peu et savoir dans quelle case on rentre pour pouvoir dire aux gens ce qu'on fait, parce que c'est toujours hyper dur de dire je réfléchis. Peut-être pour le revers de la médaille, qu'est-ce qui a été plus dur que tu aurais imaginé au moment où tu as su c'est ça que je veux faire? Quel mur inattendu tu as rencontré sur ton chemin? Euh, Quand on ouvre des voies nouvelles, quand on rame contre le courant, mais qu'au départ on le fait avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme, il est parfois difficile de se rendre compte que les autres ne partagent pas forcément ce même enthousiasme ou cette même compréhension des enjeux. Voilà, donc il faut apprendre à décrypter ça. Euh, Après, très honnêtement, je pense que j'ai été incompris pendant un petit moment. C'est quoi un J'ai petit eu, moment pour qu'on donne une notion de temps? je pense qu'il y en a qui comprennent pas toujours bien, d'ailleurs, la portée de ce qu'on est en train de faire chez le roi Merlin aujourd'hui. Mais, euh, euh, mais il y a eu plusieurs années, il y a eu au moins 2, 3 ans dans lesquels je me disais, il n'y a quand même pas grand monde qui comprend qu'on peut allier social et business, qu'on n'est pas obligé de cloisonner de manière 100% étanche ces deux registres, et que ça peut avoir une vertu au-delà de l'impact que ça provoque et de l'élan d'engagement et de fierté d'appartenance que ça peut engendrer pour les personnes qui s'engagent dans ces projets à impact, mais que c'est aussi légitime dans le cœur de métier de l'entreprise, que c'est finalement sa mission. Euh, J'intervenais la semaine dernière dans un colloque et la journaliste me disait, bon, on sait bien que la finalité de l'entreprise, c'est juste faire du chiffre d'affaires et de l'argent, alors comment vous mettez la précarité énergétique au cœur de ça? Mais je dis, je ne suis pas sûr justement que la finalité de l'entreprise, ce soit que faire du chiffre d'affaires et des bénéfices. Je pense que la finalité, elle est autre, mais que souvent, on perd ça de vue. C'est-à-dire qu'en tout cas, dans notre cas, c'est plutôt l'amélioration de l'habitat. Et c'est ça la finalité. Après, le moyen, bah oui, il faut que on ait les ressources et les moyens pour pouvoir aller au bout de notre mission. Et donc, ça passe par du chiffre d'affaires et des résultats. Mais il y a un peu cette incompréhension et on peut rester très cloisonné avec ce côté de maximiser le dividende de l'actionnaire. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'autre finalité possible. Voilà. Après, j'ai eu un patron en centrale d'achat qui m'avait interdit de travailler sur ce projet d'intrapreneuriat parce que je trouvais que ça dépassait le cadre de la centrale d'achat et que ça dépassait tout court ce qu'il pouvait en comprendre. Et en même temps, j'ai eu la chance d'avoir un DG qui me disait, je ne comprends pas encore tout, mais j'aimerais qu'on se voit toutes les 6 semaines pour que tu me tiennes au courant de tes avancées. Et puis on verra à la fin de l'année ce qu'il en résulte. Voilà. Voilà, il faut aussi pouvoir accepter les injonctions paradoxales et les non-alignements sur des choses nouvelles, quoi. Parce que dans beaucoup d'organisations, en tout cas, je te dis dans des grosses organisations, aucune entreprise n'afficherait le fait que l'innovation n'est pas quelque chose d'important, mais en fait, ça embête quand même tout le monde, l'innovation. Et notamment l'innovation sur le terrain du sociétal ou de l'impact. Parce que ça vient bousculer nos représentations, nos manières de faire habituelles. Euh, voilà. Donc, il a fallu être, je dirais, très pragmatique et très concret pour convaincre à partir des réalités de terrain, à partir de choses tangibles, à partir du témoignage de collaborateurs, à partir de, voilà, d'un début d'indicateurs qu'on pouvait intégrer ça dans notre cœur de métier et que ça crée de la valeur avec notre écosystème, avec le monde associatif et avec nos collaborateurs. Merci beaucoup, Nicolas. Une belle leçon d'endurance dans un monde où tout va vite. L'entrepreneuriat demande aussi de la patience, ne pas se lasser de répéter. Enfin, je pense que tous ceux qui ont été dans des grands groupes le savent, et encore plus quand on veut être pionnier, accepter qu'il y ait des opposants affichés et de s'appuyer plutôt sur nos alliés ou nos potentiels futurs alliés. En tout cas, c'est beaucoup, c'est de l'endurance. Je trouve pas de meilleur mot, mais bravo pour ça. Je vais demander à Emma, c'est hyper dur pour moi de te poser cette question parce que je sais que tu es hyper optimiste et que tu n'as peur de rien. Mais du coup, qu'est-ce qui a été plus dur que tu l'aurais imaginé pour toi?
Depuis tout à l'heure, j'essaye de trouver une réponse à cette question. Je suis probablement dans un déni des difficultés. Donc, j'ai vraiment eu l'impression que c'était. J'ai souvent dit, j'ai l'impression que c'est mon projet qui m'a porté plus que moi qui ai essayé de le tirer. Donc, probablement que c'est parce qu'il y avait une forme d'évidence. Euh, Ouais, peut-être au tout début, quand j'ai dit à celui qui allait devenir mon mari que j'allais quitter ma boîte, mon CDI en plein Covid, alors qu'on ne savait pas trop où on habitait et ni où on allait, lui, il n'a pas du tout compris. Mais bon, je savais que de toute façon, c'était là que moi, je devais aller. Et peut-être aussi un peu au début de l'intrapreneuriat, les gens en interne qui ne comprenaient pas trop ce que je faisais, qui avaient peur que ça leur prenne de leur activité, enfin voilà, et puis quand on fait quelque chose de vraiment différent, qu'on arrive à obtenir l'autorisation finalement de sortir du cadre, bah, ça peut faire grincer. Donc, mais je pense que j'étais déjà assez électron libre et finalement, je pense que j'ai cette capacité à pas écouter trop ce qui n'est pas agréable pour vraiment me concentrer sur ce qui me réjouit. Voilà. Top. C'est pour ça que je l'aime. Et ouais, donc aussi hyper intéressant la jalousie que ça peut générer parce qu'on ose sortir du cadre, hein, que ce soit en interne ou en sortant. Et puis, hyper intéressant que tu mentionnes ton mari, futur mari à l'époque, parce que finalement, notre entourage est un vrai frein qui projette ses craintes du changement. Moi aussi, ma mère, quand j'ai dit que je quittais mon CDI dans un très grand groupe avec 7 ans d'ancienneté pour faire une certification de coach, elle n'a pas bien compris. Mais voilà, c'est aussi important d'être d'abord hyper aligné pour rassurer son entourage et d'accepter qu'on ne va pas convaincre tout le monde du jour au lendemain. En sachant qu'en plus, mon mari est entrepreneur. Donc, moi, je m'étais dit, mais je ne comprends pas. En plus, il est entrepreneur. Pourquoi? Mais bon, donc, non, non. Ouais, ouais. Et accepter, je crois que ça m'a vraiment aidé dans ce moment où j'hésitais à partir, de me dire, en vrai, quoi qu'il se passe, même si j'échoue, j'aurais tellement appris, grandi et je sais que je retrouverai du boulot. Enfin, il n'y avait pas de. Je ne voyais pas vraiment le risque. Avoir confiance. Ouais, c'est ça la confiance. Et toi, Claudio, qu'est-ce qui a été plus dur que prévu? Alors, peut-être à différentes étapes de ton chemin. Oui, moi j'ai l'impression que moi j'ai été plutôt épaulé par mon entourage. Ma compagne à l'époque me soutenait. Bon, mon père m'a dit que c'était n'importe quoi, mais qu'il me soutenait quand même. Donc ça va. Je pense qu'il y a deux choses peut-être qui ont été difficiles. Enfin, le monde agricole aime pas trop les HEC. Hein. Ça, c'est un truc, voilà, en France, bon, vous arrivez, t'as fait quoi les HEC? Ah oui, d'accord, tu viens pour gagner de l'argent, bon, voilà. Mais en vrai, à partir du moment, je pense, où on est sincère, euh, ce frein, il se lève vite. Et du coup, eux aussi, ils sont sincères dans leurs amitiés, donc ça se fait assez vite, je trouve. Non, ce qui a été plus difficile, je pense, c'est d'aller trouver du business parce que au début, Culture et compagnie reposait sur une idée complètement extravagante, c'est que les grandes entreprises, bah, comme Leroy Merlin, elles avaient des terrains qui ne servaient pas à grand-chose autour des entrepôts, autour des machins, et qu'en fait, moi, j'allais les convaincre de les cultiver en maraîchage pour alimenter leurs propres salariés en légumes, faire un projet RSE qui stocke du carbone. Enfin bon, voilà. C'était un peu un projet d'entreprise qui a de la RSE à dépenser dans une société d'abondance, quoi, on va dire. Et en fait, mon premier contrat, je l'ai signé en un mois, j'ai convaincu Veolia de le faire. Et ensuite, j'ai plus rien eu pendant un an. Donc, il y a eu un genre de traversée du désert de 12 mois. Et là, je me suis dit, bon, ça marche pas. Et en fait, paradoxalement, le Covid, ça a mis fin à mes espoirs de convaincre les grandes entreprises de faire ça. Même si je venais de signer Engie, Icade, des grandes marques. Et du coup, après le Covid, ils m'ont dit non, on arrête en fait ton truc là. Mais paradoxalement, ça a été super le Covid parce que ça m'a permis de repositionner Culture et compagnie sur les collectivités locales, donc des villes dont les élus, donc les maires, sont convaincus qu'il faut relocaliser l'alimentation des Français autour des villes là où les gens vivent, quoi. Et du coup, j'ai repositionné Culture et compagnie comme ça et ça a marché. Donc paradoxalement, bon, voilà,
ça a été difficile, mais cette difficulté a servi finalement d'opportunité pour se mettre sur un autre segment. Pour pivoter, ouais. Pivoter, La ouais. loi de l'entrepreneur, savoir pivoter. Mm. Top, merci beaucoup. Je vous rassure, il y aura un temps pour les questions-réponses parce que j'imagine que ça risque de commencer à frétiller, je le sens. Peut-être 2 dernières questions avant qu'on passe vraiment aux vôtres. Un conseil que vous auriez aimé recevoir au début de votre bascule et que vous aimeriez donner aujourd'hui aux gens qui sont dans cette réflexion-là? Qui a l'air le plus mûr, Moi, elle était évidente. Ok. Mais j'espère que ça va vous parler, parce que peut-être que ça peut paraître un peu abstrait pour certains ou certaines. Pour moi, c'est vraiment quand on se pose des questions, c'est de se connecter à son cœur, en fait. Et vraiment, en fait, notre corps, notre cœur, ils savent. Et en fait, je sais pas, quand on hésite entre 2 jobs ou quand on hésite, on peut poser les plus, les moins, et c'est important de le faire. Mais à un moment donné, ce qui va faire qu'on va y aller, c'est presque pas rationnel. C'est sensitif, c'est intuitif, et en général, notre corps et notre cœur, ils se trompent pas. Écoutez-les. Chouette. Moi, je pensais plutôt à l'étape où, bon, on s'est déjà dit quand même qu'on voulait changer, mais on a encore les derniers freins. Bon, moi, j'ai fait un truc complètement fou, j'ai posé ma démission. Enfin, moi, j'ai quand même négocié une rupture conventionnelle, mais je savais pas ce que j'allais faire, etc. Et ça, je le recommande pas, du coup. Après coup, parce que c'était la technique de la terre brûlée. Bon, bah, du coup, il faut avancer, mais c'est quand même assez violent. Et moi, je recommanderais de quand même choisir son secteur et aller bosser, se démerder pour aller bosser 3 mois, 6 mois dans une boîte du secteur qui tourne bien sur ce secteur-là. Voilà, aller chez le roi Merlin avec Nicolas, par exemple, si vous voulez changer un peu l'avenir de l'habitat. Avant d'aller monter votre propre boîte dans l'habitat, quoi. Un truc comme ça. Top. Donc, écoutez son intuition. Et là, je rebondis aussi sur quelque chose qui m'est arrivé à moi quand je disais, vous avez le tourbillon, vous êtes un peu perdu dans tout ce champ des possibles. Écoutez aussi votre intuition là sur les pistes à suivre et celles que vous gardez pour plus tard. Vous n'êtes pas obligé de les tuer pour toujours, mais si on veut suivre toutes les pistes, on n'avance jamais. Et expérimenter, aller à la rencontre. Et je trouve que le conseil de Claudio, il est super pour casser les mythes aussi et les croyances qu'on a. Nous, on fait ça au quotidien avec des candidats qui ont des croyances sur le monde associatif. Soit c'est le pays des bisounours, c'est tout le monde est gentil, soit c'est poussiéreux et lent et utopiste. Et en vrai, non, il y a des assos qui fonctionneraient comme des vraies startups et qui sont hyper dynamiques. Et il y a des assos qui sont gangrénés par des jeux politiques et qui ne sont pas plus saines humainement que certaines boîtes. Donc, allez vous frotter à cette réalité, parler à des gens, rencontrer des gens. Vraiment, je me permets de rajouter ça. Et Nicolas, ton conseil que tu aurais aimé recevoir, pardon. Je ne sais pas si j'aurais bien recevoir, mais en tout cas, ce qui m'a apporté, c'est de ne pas rester seul. Alors qu'on est parfois dans des environnements où on est un peu les seuls à porter le flambeau et être en première ligne, et donc d'aller chercher les points d'appui à l'extérieur. Moi, j'ai beaucoup euh, été soutenu finalement par d'autres intrapreneurs ou par d'autres entrepreneurs du changement. Et les côtoyer régulièrement était une manière aussi de pouvoir avoir des points d'appui, d'une part, et de l'inspiration, voilà, pour continuer. Et puis le fait de partager les réalisations, voilà. Le, le- le deuxième sujet qui, je pense, m'a donné aussi l'énergie dans les moments au creux de la vague, quand c'était plus difficile, que les décisions n'arrivaient pas ou que le changement d'échelle était plus compliqué à activer, c'est le contact direct avec les bénéficiaires auprès des associations avec lesquelles on travaille. Parce que là, la réalité du terrain, ça ment pas, quoi. Et quelque part, ça vient aussi donner l'énergie, le sens de ce pourquoi on se bat et ce pourquoi on essaye de faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, je pense que, et ça, j'aurais peut-être pu l'activer plus rapidement encore,
Je pense qu'il y a des sujets qui ne passent pas par la tête, effectivement. Et quand il s'agit de convaincre des dirigeants pour prendre certaines décisions plus impliquantes pour l'organisation, il faut passer par la case du terrain et de la rencontre qui pique un peu, qui frotte un peu, quoi, avec des habitants en grande précarité, de les amener voilà, à ressentir le froid, l'humidité, le désarroi de certaines personnes et puis en même temps de montrer que avec certains de nos partenaires, il y a des solutions à ces situations d'extrême fragilité sociale, aux conséquences dramatiques à tout niveau, et que on a notre part à jouer là-dedans. Et ça, moi, j'ai vu encore en début d'année, en amenant le DG et tout son staff. Enfin, c'est sur le terrain, c'est là qu'il y a eu des prises de conscience et que du coup, après, on peut établir un dialogue pour dire, bon, OK, l'entreprise, en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelle est notre contribution, quels sont les leviers activés. Mais on peut le faire qu'à partir d'une expérience qui a été quelque part vécue et enracinée dans du réel. Euh, voilà, c'est pas avec, alors évidemment pas avec des PowerPoint et des présentations en salle, mais le seul témoignage indirect ne suffit pas. Et les arguments rationnels ne suffisent pas non plus. Ils doivent pouvoir voilà, se déployer, je dirais, euh, à partir d'une expérience qui a été vécue dans le cœur et dans les tripes. Mm. L'expérience sentir, toucher. Merci beaucoup, Nicolas. On sent que c'est très incarné et finalement, ce que tu as fait, c'est t'entourer de gens positifs avec des alliés externes, inspirants, et te reconnecter régulièrement à ton pourquoi. C'est finalement ce qui peut-être permis d'avoir de l'endurance, c'est voilà, de revoir ce qui a motivé cette initiative-là et puis de le faire voir à d'autres. Bravo. Top. Et du coup, ma dernière question, je sais qu'elle a déstabilisé un peu quand je l'ai partagée la première fois, alors on verra si elle parle aujourd'hui. C'est quelle idée reçue vous avez envie de démolir aujourd'hui, qu'elle soit positive ou négative, sur travailler dans, par, pour l'impact. Voilà, entre le mythe et la réalité, qu'est-ce qui aujourd'hui devient presque un irritant pour vous dans les croyances largement répandues sur l'impact? Moi, j'ai entendu deux, trois fois des clients me dire: Ah, mais puisque tu es économie sociale et solidaire, bah, du coup, tu fais pas cher, quoi. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et ça, c'était un petit peu agaçant, ouais. Comme si, du coup, on était condamné à rester petit juste parce qu'on essaie de faire quelque chose de bien. Et ouais, c'est une idée reçue, moi, que je rencontre pas trop souvent, mais dans des grandes entreprises, ouais, encore, ouais. Merci. Ouais, peut-être. Bon, alors, l'impact, c'est un peu le nouveau nom de la RSE, toutes ces choses-là. Ce qui est difficile, c'est que quand on parle d'impact positif, bien souvent, beaucoup des stratégies des entreprises aujourd'hui, elles sont plutôt centrées sur le fait de minimiser des impacts négatifs, hein. Donc, c'est plutôt faire du moins pire que d'être plutôt dans cette C'est logique déjà ça. d'amélioration. Et c'est déjà ça, mais je pense qu'il faut les deux en même temps. Et je pense que là-dessus, s'il y a quelque chose, je pense qu'il faut pouvoir combattre comme idée reçue, c'est que la RSE ne serait qu'une cerise sur le gâteau ou quelque chose qui reste à la périphérie du cœur de métier. C'est-à-dire que si c'est le cas, bon, dans Tact, on peut laisser deux, trois personnes s'amuser avec ça. Mais je pense que ce qui est en jeu, c'est plutôt la pérennité de nos organisations à long terme, parce que demain, les clients nous choisiront pour qui nous sommes plus que pour ce que nous leur proposons comme produit ou service. Euh, et donc, ces notions d'impact et de contribution positive, je pense, doivent pouvoir être au centre de nos préoccupations parce que ça préfigure les modèles de création de valeur de demain. Euh, voilà, et qu'il y a du boulot aussi à faire pour que la RSE ne soit pas cantonnée à la périphérie de nos cœurs de métier. Merci, Nicolas. Et moi, je vais en faire une deux en un. J'ose. Euh, pour moi, il y a une idée reçue qui est que bah, quand on va dans l'impact, forcément, on ne va pas gagner d'argent.
et une deuxième du coup que je lis qui serait que si on va dans l'impact, on sera forcément heureux. Et donc, si, je pense qu'on peut tout à fait. Alors, tout dépend en fait. Qu'est-ce qu'on entend par gagner beaucoup d'argent? Et donc ça, c'est un sujet qui est éminemment personnel, hein, et bien souvent, ça dépend d'où est-ce qu'on vient. Donc c'est certain que dans les entreprises engagées, les salaires sont moins élevés que dans les entreprises privées. Après, je pense que le rapport est différent, mais on peut vraiment, je pense, gagner largement de quoi bien vivre aussi en étant dans l'impact. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai créé Talent et Impact, je m'étais dit, je ne fais pas ça pour devenir riche, mais j'aimerais bien maintenir mon niveau de vie que je considérais comme vraiment déjà très privilégié. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, c'était ça, moi, mon curseur. Donc, je pense que c'est important de se le fixer. Parce que c'est aussi en se fixant ça que du coup, ça ouvre ou restreint le champ des possibles. Et c'est pas forcément en allant dans l'impact que je vais être heureux. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur soi. Et donc, en fait, moi, je suis profondément convaincue qu'on peut tous, entre guillemets, tout faire à partir du moment où on sait pourquoi est-ce qu'on va le faire. Et donc, pour savoir ce qu'on va faire et ce qui serait adapté à qui on est, il faut d'abord travailler sur soi pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on recherche vraiment. Le sens, c'est éminemment personnel. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir de l'impact pour trouver du sens dans leur travail. Voilà. Merci Emma. Et oui, c'est dans la juste place. C'est là où on a nos petits motos chez Talent et Impact, mais c'est ces zones de flow. C'est là où on est aligné en termes d'aspiration et de talent, ce qu'on fait très bien, mais avec un minimum d'énergie. Pas ce qui nous prend de l'énergie, mais ce qui nous en donne. Et ça mérite de se regarder dans le miroir et de se poser des questions avec les tripes aussi. Mais Emma parle beaucoup du cœur, moi c'est mes tripes qui me parlent beaucoup, mais chacun a ses zones d'indices à identifier. Et là, vous allez pouvoir être heureux un peu de manière plus évidente. Merci infiniment pour ces partages à cœur ouvert. Du coup, voilà, j'ai envie de vous laisser la parole, les questions. Peut-être lever dans la main ceux qui sont loin. Là, il y a une main qui se lève, donc je vais juste passer mon micro. Merci beaucoup pour vos présentations. De vos témoignages, on comprend que chacun a sa définition de l'impact. C'est vraiment son pourquoi, quelque chose qui anime, qui fait du sens au-delà des critères juste économiques. Du coup, je trouve que c'est quand même une notion qui est toujours un petit peu floue à comprendre pour chacun. C'est pas évident. On peut avoir des envies d'impact sont multiples. Comment est-ce que vous pouvez revenir sur comment vous avez fait votre choix? Parce que moi, je suis confrontée souvent à des envies un peu contradictoires ou multiples et j'ai du mal à choisir. Et aussi, par exemple, chez Talent et Impact, comment est-ce que vous faites pour définir les entreprises à impact avec lesquelles vous travaillez? C'est quoi vos critères? Ok, je veux bien répondre. Donc, il y a deux questions. Sur la question de l'impact, Ophélie a commencé à le dire en introduction. Je pense qu'il y a des médecins qui font un job à impact parce qu'ils ont une intention de soin. Et il y en a d'autres qui, malheureusement, ne le font pas avec cette intention-là. Donc, l'impact, on peut le trouver, entre guillemets, partout à partir du moment où on a une intention de faire autrement. Et en général, cette intention de faire autrement, ça veut dire qu'elle est plus forte que l'intention de gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire à nouveau qu'on ne veut pas gagner de l'argent. Ça veut juste dire que le plus important aujourd'hui, c'est que mon activité professionnelle ait un impact sur un sujet social ou écologique ou les deux. Et je pense que c'est très difficile. Il y a des personnes pour qui la dimension sociale ou la dimension écologique ont clairement une importance majeure, pour d'autres non. Et je crois qu'en fait, la question à se poser, c'est pas forcément à tout prix de définir dans quel secteur on doit aller. C'est, je pense aussi beaucoup une question de personnes que vous allez rencontrer et de places que vous allez trouver. Et moi, je rencontre des candidats qui ont très envie d'aller dans une association sur des sujets de transition écologique et qui n'arrivent pas à trouver et qui finalement sont très heureux sur des thématiques sociales. Donc, je pense que c'est peut-être, entre guillemets, un peu secondaire. Et la deuxième partie de la question, comment est-ce que nous, chez Talent Impact, on choisit nos clients? C'est une question qu'on se pose régulièrement. Au début de Talent et Impact, on accompagnait à 70-80% plutôt des assos et des ONG. Aujourd'hui, on est plutôt à 50-50 entreprises à impact et assos.
Et en fait, à chaque fois qu'on rencontre une organisation, on s'interroge sur le fait que cette organisation partage nos valeurs et notre vision de la place de l'humain dans l'organisation. Donc, à nouveau, Ophélie l'a un petit peu dit, malheureusement, il y a beaucoup d'assauts où les humains s'abîment encore. Ça ne veut pas dire qu'on va refuser de recruter pour elles, on va accepter de recruter pour elles si elles acceptent de faire évoluer leurs pratiques. Et auquel cas, nous, on va leur proposer de les conseiller, de les accompagner pour les aider à faire changer leurs pratiques. Clairement, si elles ne sont pas réceptives à notre discours, on ne va du coup pas recruter pour elles parce qu'on n'aura pas, on ne se sentira pas les bonnes ambassadrices de ces associations. Et de la même manière, récemment, on a recruté, enfin, on a plutôt fait de l'assessment pour une entreprise qui finalement n'était pas dite à impact dans ses activités. Mais on a senti que les managers, eux, leur volonté, c'était vraiment que leurs collaborateurs se sentent bien en interne. Et on s'est dit, ben, si on peut les aider à choisir la bonne personne pour que tout le monde se sente bien, ben, pour nous, c'est déjà de l'impact. Et on écoute beaucoup notre intuition, parce que c'est une boussole hyper intuitive, parce que c'est un peu tendance d'afficher de l'impact partout. Et du coup, il y a une part ouais, de subjectif, mais qu'on écoute. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Moi, j'aurais une question sur vos débuts et comment vous avez, on va dire, comment vous êtes allé chercher, identifier vos premiers clients, ou en tout cas premières entreprises, ou Nicolas, dans votre cas plutôt en interne, les appuis. Donc, comment vous les avez identifiés et ensuite, comment vous avez fait pour les convaincre et un peu le processus, on va dire, au tout démarrage de vos projets respectifs. Nicolas, tu veux commencer? Allez, je commence. Je connaissais mal le mal logement en France. Je le connaissais mieux en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de rencontrer les acteurs du mal logement et les habitants eux-mêmes. Et ensuite, d'essayer de voir comment on pouvait conjuguer talent et passion dans l'entreprise avec les problématiques auxquelles ces acteurs étaient confrontés, et puis d'essayer d'expérimenter très rapidement voilà, des choses sur transfert de savoir-cours, de bricolage pour des gens en logement d'urgence, en attente de logement social, d'aller faire des visites pour comprendre quels étaient les freins finalement qui ne sont pas que économiques au fait de faire des petits travaux pour mieux se sentir chez soi dans des quartiers prioritaires de la ville. Et de comprendre que il y avait des notions de reprendre confiance en soi, de prendre des cours de bricolage, de pouvoir avoir accès à des prêts d'outils, d'être accompagné pour oser passer à l'acte au démarrage. Voilà. Et ça, d'essayer de voir à chaque fois comment on pouvait mailler avec nos équipes sur les territoires pour être voilà, contributeur, mais pas en première ligne de solutions. Et ça, après, le faire savoir et puis de générer un peu l'effet boule de neige. Et puis assez vite, la question c'était comment on peut faire changer d'échelle et rendre pérenne, ne pas être que dans des actions trop ponctuelles. Et là, on a réussi aussi à trouver des modèles économiques qui permettaient d'assurer une continuité dans nos partenariats avec les associations. Par exemple, un dispositif dans lequel elles peuvent canaliser leurs achats de matériaux dans nos magasins, ce qu'elles ne faisaient pas historiquement. Donc, quelque part, les assos commencent par créer de la valeur chez nous et on leur restitue tous les trimestres 100% de la marge sur vente qui a été générée par leurs achats. Et en fait, c'est très vertueux pour les associations parce que qu'elles achètent chez nous ailleurs, elles vont acheter au même prix. Par contre, elles ont une restitution sous forme de dons d'une bonne partie de leurs achats qui leur permet de financer leurs frais de structure, ce que personne ne veut jamais financer au final. Et pour le magasin, il n'est pas perdant non plus d'un point de vue économique, s'il résonne en tout cas en marginal. Voilà, entre faire un partenariat et ne pas le faire, il reste quelques euros dans le compte d'exploitation. Et c'est ce qui permet de donner de la continuité et d'être sur du temps long dans le partenariat avec ces acteurs associatifs. Voilà, et ça, à partir du moment où on a pu trouver des formules qui permettent euh, à des patrons de magasins de s'engager sans devoir demander d'autorisation à personne, de pouvoir s'engager en CDI avec les associations de leur territoire, on a posé un cadre de coopération qui permet du coup de venir greffer d'autres interactions
compatible avec les contraintes d'un commerçant et utile bien évidemment aux partenaires associatifs. Voilà, donc aller très vite sur le terrain et puis ensuite pouvoir montrer et démontrer à d'autres et par les pairs. Alors, à partir du moment où on a atteint une première masse critique, c'est plus facile de déclencher plus de partenariats avec d'autres acteurs. Voilà. Merci Nicolas. Des ajouts de votre part sur comment identifier les bons premiers partenaires, personnes, alliés? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait comme majeur? D'accord, ok. Bon, moi j'ai fait entrepreneur, donc on m'avait un peu expliqué comment chercher les premiers clients, mais je suis désolé si je suis un peu long, mais bon, quand tu commences la phase d'exploration de marché, voilà, comme Nicolas l'a expliqué, bah, moi en fait, je suis allé à la rencontre de tous les acteurs du monde agricole que je pouvais aller rencontrer, discuter, apprendre, poser des questions, écouter. Et au bout d'un moment, assez vite, tu comprends quelles sont les grandes problématiques du secteur et du coup, tu commences à avoir des idées de comment les traiter. Et au même moment, tout à l'heure, je parlais de Cyril Dion, mais euh, le fondateur de Ferme d'Avenir, dont je suis aujourd'hui directeur général, c'est Maxime de Rostelan. À l'époque, il a lancé Ferme d'Avenir, il a fait un grand tour de France des fermes agroécologiques pour les mettre en lumière. Et il s'est fait filmer avec, à l'époque, le ministre de l'écologie, c'était Nicolas Hulot. Il s'est fait filmer dans un documentaire qui s'appelait On a 20 ans pour changer le monde. Voilà, il nous en reste moins, du coup. Et je suis allé à l'avant-première, à la Fondation Good Planet de On a 20 ans pour changer le monde. Et à la fin de la projection du documentaire, il y a un gars qui prend le micro pour poser une question à Maxime de Rostelan et qui dit: Oui, Maxime, moi je suis ingénieur chez Safran et on a 10 hectares de terre chez Safran et on n'en fait rien. Et du coup, bah, le gars, moi, je suis allé le voir à la fin de la séance, si tu veux, pour lui dire, bah, moi j'ai une super idée, ce serait que tu fasses une ferme chez Safran avec du maraîchage, etc. Et du coup, ça a été mon premier prospect. Et en fait, ça s'est pas fait avec lui, mais ça m'a donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, si je rencontre par hasard un prospect potentiel, c'est qu'il y en a plein. Et du coup, j'ai fait une liste de tous les directeurs de développement durable de toutes les grosses boîtes. Et puis je leur ai écrit. Tu vois, c'est comme ça que mon premier client à l'époque, Veolia, j'ai décroché un rendez-vous, puis j'ai signé un contrat avec eux. Et peut-être un léger ajout, mais je pense que ça rejoint un peu. Mais je crois que c'est super important de mettre sa casquette d'exploratrice. Et on ne sait pas ce qui va marcher, mais en fait, c'est d'activer plein de choses. Parce que par définition, il y a énormément à découvrir et qu'on ne sait jamais ce qui va marcher. L'écosystème de l'impact, je trouve qu'il reste assez petit, entre guillemets. Et donc, enfin, et il y a énormément d'entraide, contrairement, je trouve, au secteur privé un peu classique où il y a une forme de concurrence. Enfin, moi, typiquement, c'est ce qui m'a vraiment aidé avec Talent et Impact, ça a été le bouche à oreille, parce que les gens s'entraident naturellement, en fait. Ils vont demander, tiens, tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider là-dessus et donc, la logique de réseau fonctionne énormément, vraiment énormément. Et puis, oui, de se faire connaître de partenaires variés, les fonds impact, les incubateurs, enfin, tous ceux qui vont pouvoir. Et puis, aller aux événements. Il y a énormément d'événements dans l'impact. Je pense que c'est difficile d'ailleurs de tous les faire, mais en tout cas, de sortir un petit peu. Semer plein de graines et voir celles qui poussent, comme on aime dire, pour être en phase avec l'audio. D'autres questions? Est-ce que ça répond déjà pour vous deux, comme ça pour Ouais, c'est bon? En ligne? J'en aurais une en ligne, je sais pas si ça convient. Oui, ce qui me frappe, c'est que finalement, dans votre démarche, ma question c'était sur l'effet de levier. Finalement, vous allez vers les grandes entreprises, vers les organisations. Vous auriez pu, Claudio, créer une ferme maraîchère. Ou bien, je sais pas, faire un nouveau concept de logement social accessible. Et pourtant, vous avez plutôt fait le choix de dire on va transformer ce qui existe, ou on va les utiliser comme clients, qui n'est pas la démarche que j'ai prise, mais qui me rend compte, précisément, et là où je vois que
On arrive à des limites. Ouais. Je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question à un moment donné. Ouais, tout à fait, Frédéric. Ouais, c'est une superbe question. Je me suis posé la question pendant ma formation agricole à devenir maraîcher. Et puis en fait, je me suis rendu compte en allant dans le détail, en allant vraiment dans le détail, en discutant avec eux, à quel point c'était technique et c'était difficile et c'était un nouveau métier, quoi, avec des compétences complètement différentes. Et du coup, là, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de refaire une prépa et de refaire de grandes études dans le maraîchage, alors que bah, je l'ai fait dans le management, en finance, en entrepreneuriat. Et là, je me suis dit non. Il y en a déjà qui le font, qui sont plus jeunes que moi, qui se concentrent là-dessus, qui savent qu'ils veulent être agriculteurs. Je vais plutôt essayer de trouver une solution pour les aider en faisant levier sur mon expérience passée, puisque moi, j'avais appris, en étant directeur commercial, à vendre à des grosses boîtes. Donc, je suis plutôt allé dans cette direction, mais la question s'est vraiment posée à un moment, et parfois, je me la pose encore, à vrai dire. Parce que oui, bah, du coup, il y a ce côté où parfois, j'aimerais être encore plus aux prises avec le terrain, et j'aimerais cultiver moi-même, mais oui, pour le moment, ouais, non, j'ai pas fait ce choix. Merci. Et toi, Nicolas, tu t'es posé la question d'aller ailleurs, t'occuper du social? Oui, oui et non. C'est-à-dire que j'ai toujours été rattrapé finalement par des éléments qui me faisaient dire c'est là que je peux apporter aussi euh, le levier de l'entreprise qui a quand même la capacité aussi à aider à la démultiplication de choses. Et je voyais bien l'utilité dans les alliances qu'on mène avec nos partenaires associatifs, combien c'était précieux voilà, d'avoir ces interactions-là. Donc je ne me suis pas posé la question jusqu'au bout finalement de quitter, bah, à ce jour en tout cas, parce que je pense qu'il faut aussi des acteurs pour faire bouger les lignes de l'intérieur et pour voilà, faciliter le passage à l'échelle d'acteurs associatifs qui font parfois des choses extraordinaires d'un point de vue qualitatif et qui ne savent pas toujours comment, quelque part, modéliser leur savoir-faire unique pour le rendre accessible à plus de monde. Voilà. Donc voilà, je me sens bien à ma place en tout cas aujourd'hui dans ce rôle depuis l'intérieur de l'entreprise. Merci. Et peut-être quelque chose qu'on dit souvent aussi aux personnes en réflexion, c'est intéressant de raisonner en et pas en ou. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a envie de faire autre chose qu'on doit faire un trait sur tout ce qu'on a fait avant. Et c'était très bien exprimé par Claudio. Je ne suis pas commercial ou agriculteur. Je peux être commercial et favoriser l'agriculture sous une forme noble. C'est un peu mon filtre. Et voilà. Et du coup, de plutôt aller raconter les points de votre histoire pour que le point d'après vous emmène à quelque chose de plus vertueux à vos yeux ou de plus aligné ou qui fait plus sens, plutôt que de tourner une page et fermer un chapitre de manière définitive en disant ça c'est plus moi, j'en veux plus, et du coup je repars de zéro. La stratégie des petits pas, comme Emmanuel le dit souvent, et capitaliser sur tout ce que vous savez faire, que vous aimez faire. Ça répond, Frédéric? Oui, merci, bien sûr. Moi, je suis repartie de zéro, c'est très dur. Il n'est Mais jamais trop tard pour relier les points. c'est une très belle aventure. Oui, c'est très difficile parce qu'on est obligé quand même, vraiment, quand on repart de zéro, d'oublier un peu un moment. Mais ça revient, c'est complètement, c'est là, et effectivement, d'où ma participation ce soir. Mais ça fait déjà un moment, je suis même allée à des événements de start-up à Berlin pour vous rappeler. Là c'était trop loin. Donc, effectivement, il faut que je trouve ce, ce, ce moyen de m'y te lever, comme disent les amis. Voilà. Mais merci, oui, très intéressant. Il y a d'autres questions en ligne. J'en vois une dans la salle, mais je veux m'assurer qu'on n'oublie pas les gens qui sont loin, comme je ne vois pas forcément les mains levées ou les. On en prend une dans la salle, n'hésitez pas à vous manifester. Comment vous voyez du coup l'impact évoluer dans les prochaines années et peut-être pour chacun de vos différents secteurs, quels sont un peu je sais pas, les grands projets que vous avez pour que ça, j'imagine, l'idée c'est que ça fructifie et voilà, que ça prenne de l'ampleur, mais voilà, comment vous voyez ça dans le futur?
Moi, j'ai la sensation, c'est peut-être mon côté optimiste de nature, mais moi, j'ai la sensation qu'en fait, demain, c'est l'ensemble des entreprises qui vont être engagées. Enfin, en fait, il ne va pas y avoir le choix. Ça va. Je n'ai pas de boule de cristal, même si j'aimerais beaucoup en avoir une, et me dire que ça va être le cas d'ici peu. Mais je pense elles se posent toute la question aujourd'hui. Je pense qu'il y a 10 ans, le grand sujet, c'était la digitalisation. Tout le monde y en parlait sans trop savoir comment s'y prendre. Aujourd'hui, le grand sujet, c'est la transition et les changements à venir, ils sont bien plus profonds tout le monde va y aller. Pas tous de gaieté de cœur, et moi, j'ai la sensation que les individus sont en avance sur les organisations. Donc, ça pousse voilà. Et nous, spécifiquement Talent et Impact, justement, on réfléchit beaucoup en ce moment. On a la sensation qu'on ne va pas assez loin aujourd'hui. Euh, Moi, quand j'ai créé Talent et Impact, je m'étais vraiment dit, je veux innover. Et je pense qu'on n'a pas encore suffisamment innové. Et donc là, c'est précisément ce sur quoi on est en train de travailler et en se disant, c'est bien beau de vendre un recrutement différent, mais si on n'aide pas vraiment, et vraiment, les organisations à faire évoluer leurs pratiques RH, en fait, on ne va pas au bout de la logique. Et il y a trop de souffrance dans les organisations. Et je pense que je ne vais rien vous apprendre, mais c'est quand même un salarié sur deux qui se déclare en détresse psychologique professionnelle. Je pense qu'il n'y a aucun dirigeant ou aucun manager qui a envie de faire souffrir ses équipes. Donc, j'ai la sensation qu'ils ont besoin d'être aidés et c'est là-dessus qu'on a envie de se concentrer. On est ambitieuse. Tout en ayant l'ambition de rester petit, on ne compte pas conquérir le monde, mais plutôt de partager très allègrement cette vision-là parce qu'on aime aussi la croyance de small is beautiful. On n'est pas très capitaliste sur ce point-là. Magali, oui, on t'écoute. Bonsoir à tous et un grand merci pour vos témoignages qui sont très inspirants. Je vais poser une question qui peut être un peu originale par rapport à ce qui a été dit. Vous avez fait le lien entre vos, vos missions, impact, votre intervention en termes d'impact et rémunération. Moi, j'ai une question autour de l'impact et l'équilibre de vie. Parce que je vois bien qu'il y a un sujet d'inspiration, de motivation, et ma question, elle est peut-être personnelle, enfin de savoir comment vous arrivez à concilier une vraie passion dans ce que vous faites et avoir le sentiment d'apporter quelque chose et de donner du sens tout en arrivant à concilier une vie à peu près équilibrée, personnelle et professionnelle. Merci beaucoup. Excellente transition pour toucher au perso. Qui souhaite J'y arrive pas. Voilà. Merci de l'honnêteté. Au revoir. Parlons-en. Non, oui, j'essaie de fermer mon écran d'ordinateur à un moment donné, quoi, et puis de faire autre chose. Quand j'ai trop mal à la tête, je pense. Ouais, c'est une question très personnelle. J'essaie de faire du sport dès que je peux. J'essaie de manger bien, mais bon, ça, c'est normal, c'est mon secteur. Mais parfois, j'aimerais faire autre chose que bosser, etc. J'aimerais partir en vacances, en voyage, mais je sais pas, ça me tient, quoi. Et du coup, c'est énergisant, en tant que tel. Est-ce que l'équilibre, c'est quelque chose à forcément rechercher? Je sais pas. Je pose la question. Merci de ta transparence. Je rebondis juste parce que c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement sacrificiel dans l'impact et donc il y a énormément d'épuisement professionnel à la cause parce que là, tout le monde sait pourquoi il est là. C'est pas le désenchantement de la mission, c'est l'inverse. Et c'est un vrai enjeu. Peut-être Emmanuel, tu veux compléter? Ouais, je ne sais pas si Nicolas voulait parler, mais tu voulais. Vas-y, Emmanuel, vas-y, je compléterai sur autre chose peut-être. Hein. Nous, en tout cas, en effet, tu parles de rapport sacrificiel au travail et on a la conviction que la priorité, c'est avant tout de prendre soin de soi et que donc, pour pouvoir changer le monde, il faut d'abord s'occuper de soi. Parce que sinon, pour moi, il y a quelque chose qui est pas cohérent. Et d'ailleurs, il y a plein d'organisations qui ont plein d'engagements sur des sujets écologiques, sociaux, mais qui en interne ne sont pas capables de prendre soin de leurs collaborateurs. Donc pour moi, à l'échelle individuelle, ça s'applique de la même manière.
Moi, c'est peut-être plus facile parce que du coup, c'est ma boîte, donc je décide et on décide ensemble. Et en tout cas, moi, quand j'ai créé Talent et Impact, je me suis tout de suite dit, bah, ça va être aussi un moyen d'équilibrer encore mieux ma vie pro et ma vie perso. Ben, avec Ophélie et Laura, on a décidé de passer à la semaine de 4 jours, donc on ne travaille pas le mercredi. Peut-être que c'est plus facile aussi parce qu'on est ensemble, mais en tout cas, on est toutes très attentives à l'équilibre des autres. Et donc, dès qu'on en voit une qui a l'air de travailler un peu trop, on lui dit hop, 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 ça ne va pas. Et pour autant, on est ultra, ultra engagé, on est passionné par ce qu'on fait. Enfin, quand on bosse avec une bonne cadence et une bonne intensité. Notre vie privée est ultra importante et du coup, on s'y consacre aussi beaucoup. Et je me permets d'ajouter, comme ça parle de nous, que on a cette croyance pour nos clients et nos candidats qu'on n'est pas obligé de souffrir pour réussir et qu'on peut prendre du plaisir en bossant et qu'on peut avoir la sensation de se nourrir et pas de se vider. Du coup, c'est un petit peu c'est notre devoir d'exemplarité d'être attentif à ça parce que si nos candidats, on leur dit, bah, voilà, va pas te mettre dans une case qui va t'abîmer. Et même, bah, pas plus tard qu'en début de semaine, je disais à Emma qu'avec la rentrée de mes enfants et le stress et l'organisation, j'ai l'impression c'est mon loisir d'aller bosser, quoi, parce que c'est tellement aligné, ça me fait du bien, en fait. Je me ressource au boulot. Donc, on peut aussi le voir différemment. Et Nicolas? Non, mais tout est une question de déséquilibre permanent finalement, hein, et du coup de trouver le bon rythme qui nous correspond. Moi, je pense que j'ai la chance d'avoir une femme et des enfants qui m'ont rappelé aussi, à parfois couper, à se centrer, et en même temps, ça m'a pas empêché non plus d'avoir d'autres engagements associatifs par ailleurs qui continuent à nourrir un petit peu d'autres points de vue, d'autres regards. Voilà. Mais effectivement, face à l'urgence des enjeux qui sont devant nous, euh, ben, il ne faut pas s'épuiser, il faut avoir l'énergie pour continuer à construire au quotidien les transitions et les solutions qui vont venir apporter euh, leur contribution, hein, au changement de monde dans lequel on est finalement. Parce que quand on parle d'impact, on essaye de se relier aussi finalement à la contribution pour un futur plus désirable et un monde plus soutenable. Voilà. C'est à la fois passionnant, mais à la fois, il ne faut pas se cramer. Euh, et c'est bien d'être entouré de gens qui sont en mesure de nous le rappeler. Merci beaucoup. Encore des recettes très personnelles. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut activer notre colère aussi chez Talent Impact. C'est qu'il y a une caricature des fois qu'on observe. Les organisations qui ont une cause environnementale en ont absolument rien à foutre du social. Et ils faut cramer les gens et c'est OK parce qu'on sauve la planète. Et inversement, les organisations qui ont un impact social très fort peuvent dire c'est pas grave si on pollue, parce que nous, on sauve des vies. Et en fait, ces deux sujets sont intrinsèquement liés et corrélés. Et donc, l'écologie humaine fait part entière du sujet. Et nous sommes partie de la nature. Donc, voilà, tout ça, c'est des points reliés et puis c'est très personnel. Et peut-être quand même, parce que j'imagine que potentiellement, vous pouvez chercher un poste. Il n'y a pas de règle. Je pense qu'il y a aussi des organisations qui essayent de plus en plus d'être attentives à ça. Alors, c'est un chemin, mais en tout cas, on peut, enfin, selon moi, on peut vraiment avoir un bon équilibre en travaillant dans l'impact. Enfin, il suffit de poser les questions au moment du recrutement et de s'assurer que là où on va, bah, ça va être compatible avec sa manière de vivre. Enfin, je crois. Et se manager soi-même. C'est le plus dur, hein, des fois. Des fois, on s'embarque tout seul. Hein. On se met la pression tout seul. Une dernière question, peut-être. Il est 8h moins 3. Ici, on aura la chance de pouvoir poursuivre les échanges un petit peu plus longtemps. Donc, pour ceux qui sont en ligne, histoire de vous libérer en temps imparti, est-ce qu'il y a peut-être d'abord une dernière question de loin? Alors, je regarde l'écran, mais en vrai, je ne vous vois pas. Mais...
Moi, je n'ai pas de questions. Je voulais juste, puisque vous allez clore, dire merci aux trois intervenants. Moi, je suis en vraie période de réflexion. Je ne sais pas si je cherche un boulot, Emmanuel, mais je cherche un chemin, ça c'est clair. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais y aller. J'ai vraiment aimé les interventions des uns et des autres. Ouais, Nicolas, je pense qu'effectivement, le monde aujourd'hui, les entreprises ne devraient pas chercher que le dividende maximal. Et c'est vraiment un mot de notre société. C'est vraiment fondamental. Donc vraiment, vous allez fermer dans 1 minute, donc j'en profite et vraiment, je voulais vous remercier tous les trois. Très, très bien. Beaucoup de courage, Monsieur Claudio, c'est bien. Merci. Écoutez, peut-être à bientôt, en tout cas, on verra. Merci beaucoup, hein, vraiment, du fond du cœur. Merci. Merci Jean-Michel. C'est le mot de la fin. On voit les petits au revoir et bonne soirée de loin. Donc, au revoir à tous. Merci beaucoup d'avoir été connectés à nous. On vous enverra des ressources pour continuer à explorer à la suite. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez poursuivre les échanges. Tous autant qu'on est, on donne notre accord de principe pour vous répondre. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonsoir. Oui, au revoir Nicolas. Merci Nicolas, à bientôt.